le premier événement organisé par le groupe Vive, la Maison des Obsèques et le groupe Maïf, est officiellement ouvert maintenant. Et j'ai le grand plaisir qu'on m'ait confié le soin de vous accueillir, mais aussi d'ouvrir la conférence de M. Éric Dudoit. Une question a été posée d'ordre pratique. La conférence est retransmise en direct. Toutes les conférences sont retransmises sur le site lamortsionenparler.fr. La captation est faite. Vous pourrez retrouver toutes les conférences aussi sur la chaîne YouTube de Maïf et sur La Mort si on en parlait. Donc si vous avez des gens, puisque plusieurs personnes m'ont posé la question, qui n'ont pu être présents, ils pourront assister à toutes ces conférences. Il faut que nous vous disions d'abord que lorsque nous avons décidé de traiter du sujet de la mort, nous n'étions absolument pas sûrs d'aller jusqu'au bout. Vous savez tous ô combien c'est extrêmement difficile et anxiogène. Et nous l'avons vérifié en essayant d'aller vers les personnes, de discuter de notre sujet, et nous avons eu le silence, parfois le refus, le rejet, bien souvent l'incompréhension. Mais en même temps, nous avons poursuivi notre démarche. Et pour de nombreuses raisons, nous nous sommes rendus compte que lorsque nous passions cette première réaction un petit peu de rejet, les personnes avaient énormément de choses à dire sur la mort. Nous avons fait de belles rencontres que nous avons eu envie de partager avec vous sur tout cet événement. Nous nous sommes rendus compte aussi que... Alors, excusez-moi, je suis un petit peu troublée, je vais tout vous dire, parce qu'on m'a enlevé un bout, je n'ai pas, pas mon discours en entier. Donc, je vais improviser. Donc, nous sommes allés chercher des partenaires. Bien sûr, vous allez dire, la Maïf, c'est une assurance. Oui, nous sommes assureurs mutualistes. Et il est important pour nous d'avoir un vrai engagement sociétal, d'avoir un vrai rôle auprès de vous, d'être responsable de ce que nous vous proposons et ce qui colle le plus à vos besoins. Il est très important que vous soyez complètement partenaires avec nous des produits que nous pouvons proposer. Et en même temps, cet engagement sociétal nous dit que ça ne nous concerne pas que nous. Ça ne doit pas rester à notre échelle. Il est extrêmement important d'ouvrir le débat aujourd'hui. Et donc, en partenariat avec le groupe Vive et la Maison des Obsèques, nous avons décidé d'ouvrir ce débat, de proposer aux collectivités territoriales, à des partenaires publics, de se joindre à nous. Ça a été difficile, le sujet est apparemment un petit peu compliqué à aborder encore. Donc, modestement, nous vous présentons cet événement. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus. Il est temps maintenant pour nous de laisser la parole à Éric Dudoit. Éric, vous êtes psychologue et clinicien, docteur en psychologie clinique et en psychopathologie et responsable de l'unité de psycho-oncologie à la Timone. Je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie pour votre présence à tous et je vous souhaite une bonne conférence. Merci. Bon, je m'appelle Éric, le reste c'est pompeux et social. Ça n'a que de très peu d'importance. Ce qui me semble important de partager avec vous aujourd'hui, c'est deux aspects. Le premier, la clinique. Ça fait 22 ans que je fais ce métier. Et je vais pas vous raconter des carabistouilles. Je le fais à l'hôpital de la Timone, dans les assistances publiques des hôpitaux de Marseille. Je le fais avec choix là, où on n'a pas de moyens. Mais je ne vous parlerai pas de ça. Je vous parlerai du fait que 70% d'entre nous vont décéder, très certainement à l'hôpital. Et donc, qu'il y a une urgence à ce que nous soyons tous des acteurs qui permettent que notre
au moment de partir soit un moment sacré. Ce que je vous propose, c'est de dérouler en 3 mouvements. Un mouvement d'une petite scène avec une patiente, de la réflexion, pas trop, je ne suis pas très intelligent, et puis une autre réflexion avec une autre scène. L'idée, c'est bien sûr que je ne parle pas seul comme à la fac, on s'emmerde, puis vous allez dormir. Si vous voulez fermer les yeux, vous pouvez. Des fois, en rêvant, on voit des choses qui sont beaucoup plus jolies qu'en... N'hésitez pas à faire l'expérience d'essayer de comprendre ailleurs que dans votre tête ce que je vous dis. La tête, elle est superbe, elle me permet de retrouver ma voiture à un parking. Mais quand je dis je t'aime à quelqu'un, si je le dis avec ma tête, il vaut mieux qu'elle s'en aille vite. La tête, c'est une toute petite partie de nous-mêmes. Et nous, en Occident, mais le temps et la vie a voulu que ce soit comme ça, eh bien, nous avons fait une surinvestigation de la tête. Ce qui est bien, mais des fois, on est devenu peut-être un peu encéphalopathe, on ne sait pas. Et il y a un retour, en tout cas, de nous tous, collectivement, à revenir à une société où le mot amour ne soit pas décliné avec le mot dollar ou le mot euro. Alors un petit truc de Krishnamurti que j'aime beaucoup, qui est un penseur indien, ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être bien adapté à une société malade. Donc si vous ne vous sentez pas bien dans cette société, c'est que ça va. Hein? Pour les autres, allez voir un psy, ça peut aider. Alors avant d'introduire la première vignette dite clinique, je vous rappelle une chose que vous savez tous, mais c'est bien de se le rappeler ensemble. Le comportement d'un individu sont dictés par la perception qu'il a de son champ phénoménal. C'est-à-dire que si vous avez envie de regarder TF1 le soir, vous avez le droit. C'est une drogue dure. Donc faites-le à mesure, petit. On ne vous dit pas votre champ phénoménal, on vous dit autre chose. Et c'est comme ça que des fois on se mélange un peu et qu'on a tous les doctorats de la Terre. L'important, c'est son champ phénoménal. Si pendant les TF1, un oiseau chante, éteignez TF1, écoutez l'oiseau. Le monde qui entoure l'individu ne peut être saisi qu'à travers l'expérience qu'il en a. Votre expérience est la plus belle chose que vous puissiez offrir au monde. Il n'y a pas de belle vie et de mauvaise vie, comme il n'y a pas de mauvaises gens et de belles gens. Il y a juste des interactions et des circonstances les uns avec les autres. Et ça me semble très important de se rappeler que plus important que savoir, c'est l'expérience. Le savoir, j'ai fait théologie, ethnologie, puis psychologie, j'avais que ça à faire. Hein. Et donc je sais beaucoup de choses. Quand je vais pas bien, ça m'aide pas beaucoup. Voire même, ça a tendance à m'enfoncer. Quand je vais pas bien, ce qui me fait du bien, c'est la nature. Ce qui me fait du bien, c'est l'autre. Ce qui me fait du bien, c'est de rentrer en moi-même et d'y découvrir des fois des choses toutes belles derrière mes propres noirceurs. Et c'est un peu ce cheminement qu'on va faire ensemble. Ces comportements que nous avons sont des réactions non à la réalité, mais à la perception que l'individu est de la réalité. Alors vous le savez tous, si vous êtes dans un long couloir et que je mets au bout du long couloir une corde enroulée, si vous êtes comme moi presbyte, il y a de fortes chances pour que vous pensiez que ce soit un serpent. Et vous allez éprouver la peur. Mais c'est qu'une corde. La vie, c'est pareil. Vous éprouvez la peur, acceptez-la. Continuez de marcher. Et vous verrez que ce n'est qu'une corde. La dernière fois que j'ai dit ça, il y a eu un mort. La pudeur du corps. L'hôpital, c'est un lieu où le corps est exproprié. Vous avez tous fait l'expérience de l'hôpital. À l'hôpital, vous arrivez, déjà on vous dit bonjour, enfin j'espère, et puis on vous met dans une chambre, et puis on vous dit vous attendez là. Ok ? On va vous faire un scanner, prévu pour 2 heures, enfin 14 heures. Généralement à 21 heures, ils arrivent. Et puis vous êtes aux toilettes, et puis on vous dit mais dépêchez-vous, parce qu'on doit vous faire une biopsie. Oui, mais finis de faire ce que j'ai à faire quand même. C'est un peu ça.
Et ce que j'avais envie de dire à l'hôpital, c'est ok, c'est génial, on a une belle médecine, une médecine du corps. Mais en tant qu'être humain, je ne suis pas qu'un corps. Là, vous me voyez, et grâce à ce corps, vous pouvez me voir. Mais je ne suis pas que ça. Si j'étais que ça... Alors voilà, je vous raconte, tout ce que je vais vous raconter, je l'ai vécu. Vraiment vécu à l'hôpital de la Timone. Il faisait chaud, tellement chaud, donc vous savez que c'était l'été. La blouse pour seul vêtement étouffait ma peau. Dehors, le ciel était d'un bleu profond, éclairé par Massilia, où qu'aucun souffle de frais vent ne venait. Les volets baissés de cette chambre, la lumière tamisée, rendait douce, bercée par le ronron de la climatisation. Quand je rentre dans la chambre, j'ai ça. Et je vois là, elle, qui était allongée entre deux sommeils, les draps poussés sur les pieds, laissant pendre vers le sol un bras fluet, maigre, d'où un bracelet bleu ornait le poignet. Alors je sais qu'il y a les bracelets rouges, à Timone ils sont bleus. Et je me demandais bien ce que j'étais venu faire là. Je savais que j'étais venu parler. Alors, une autre chose, c'est que dans notre société, on nous dit toujours que parler, ça fait du bien. C'est l'éternel féminin qui dit ça. C'est pas vrai. À chaque fois que je vais chez ma coiffeuse, c'est-à-dire pas souvent, elle veut me parler. Et à chaque fois, elle veut me parler, elle me fait chier, quoi. Donc je lui dis, parce que tu as toujours la norme sociale. Donc elle me dit, qu'est-ce que vous faites? Ah, je lui dis, moi je travaille en palliatif. Elle me parle moins. Donc je veux rencontrer cette dame. Et je me rends compte que c'est saugrenu pour moi. Bon, elle est pas toute nue, hein, mais je vois quand même ses jambes, je vois quand même des parties de son corps comme ça. Et même si je suis à l'hôpital, je fais pas partie des médecins qui disent à l'hôpital on peut se voir tout nu. Hein. Il n'y a pas d'érotisme, c'est des conneries. Faut arrêter. Quand je suis tout nu, je suis pas le même que quand je suis pas tout nu, je vous promets. Il me serait pas venu à l'idée de venir tout nu. Déjà pour pas vous faire peur et déjà pour pas avoir honte. Moi, j'ai toujours rêvé d'être voyant de l'âme. Quand j'étais petit, je voulais être prophète. Et ma maman m'a toujours dit, c'est pas un bon boulot pour gagner de l'argent. J'ai fini psy. Bon. Voilà qu'un corps, une chair, qui se tenait devant mon regard, et je me posais vraiment la question de qu'est-ce que je voyais. Ainsi, sur le pas de la porte, le malaise se figène, écœurant, prêt à revenir sur mes pas, tellement mon regard me semblait découvrir l'indicible. La quasi-nudité d'une sœur humaine, inconnue, et j'entendis une voix douce, féminine à l'intérieur de moi. C'est vrai, hein? Je suis fou, hein, comme ça, voilà, vous le savez. J'entends des voix. Et ce que j'entends, c'est « recouvre-moi, s'il te plaît ». Et je me dis que je dois rêver. Alors j'entends bien qu'elle est féminine, je suis pas très féminin comme garçon. Et je me dis, c'est étrange. L'angoisse m'étreint. C'est-à-dire que comme tous, c'est pas parce que je suis psy que j'ai pas d'angoisse. Et j'ai vraiment une forte angoisse. Et je me trouve impudique, j'arrive pas à agir. J'étais mal à l'aise. Et j'entends encore, recouvre-moi, je t'en prie. Mais que disait donc cette voix en moi? Pourquoi la recouvrir après tout? N'avait-elle pas trop chaud? Moi je transpirais que j'en pouvais plus. N'était-ce pas normal de se découvrir dans une telle fournaise? Prenant courage, faisant taire mon diseur intérieur. Le diseur intérieur, vous savez ce que c'est? C'est celui qui commente la vie. Vous avez aperçu? C'est-à-dire qu'en fait, à l'intérieur de vous, il y a un mécanisme qu'on appelle l'appareil à penser les pensées. Certains l'appellent le cerveau. Il est conçu pour discriminer le réel. Il a toujours quelque chose à dire. Tout le temps. Dites-lui de fermer sa gueule. Mais vraiment. Vous rencontrez une amie, vous voyez bien qu'elle a pris une robe qui ne lui va pas du tout. Tais-toi. Ça va la blesser. Votre diseur intérieur, c'est simplement quelque chose qui répète un peu. C'est TF1 si vous voulez. Pas devenir TF1 quand même. Donc prenant courage et faisant taire mon diseur intérieur, si stérile, c'est tout simple, je me base sur ma respiration. Et je vois bien que mes pensées arrivent, mais je ne les crois plus.
J'osais un, puis deux pas, puis lentement, je me trouve près d'elle et enfin, je l'ai vraiment vue. L'une de ses mains posée sur la poitrine, ses jambes longues, fines. Elle était mince, presque maigre. Son visage semblait détendu d'un profond sommeil. Un visage émacié, maquillé légèrement, joli, les cheveux courts, noirs, lisses. Elle était belle, endormie, ailleurs. Alors me dis-je tout à coup, ma voix intérieure avait crié cet ailleurs d'une telle force, d'un tel coup de tonnerre. Elle est décédée. C'est-à-dire qu'arrivée près d'elle, je m'aperçois qu'elle est morte. Elle n'est pas du tout endormie. Les bras ballants, la blanche humide, je transpirais, je gardais un peu hagard et je me mis à chercher mon son-pouls. On est con à des moments. On le fait. Je l'avais crue vivante alors que... Recouvre-moi, s'il te plaît, reprit la voix. S'il te plaît, qu'il ne me trouve pas ainsi. Mais qui, pensais-je éberlué? Mon mari. Celui que j'aime, mon amour. Allez savoir pourquoi je m'exécute. Et je la recouvre. Doucement, je prends son bras pour la remonter, posant délicatement sa main sur son autre main sur la poitrine. Merci, merci, fit la voix douce et féminine. J'allais quitter les lieux pour prévenir l'équipe, quand une autre voix, plus féline ce coup-ci, et douce, vint caresser mes bras d'un souffle frais et distant. Vous verrez qu'avec nos décédés, qui ont juste franchi une porte, souvent ils utilisent le souffle. Et j'espère que ça vous est arrivé, ou si ça ne vous est pas encore arrivé, ouvrez votre cœur et vous allez sentir un petit souffle. Et ce petit souffle, comme un bon occidental, vous allez vérifier toutes les fenêtres. Non, un peu de raison quand même. Et après, vous allez vous rendre compte que c'est autre chose. Ceci dit, en parlant, n'oubliez pas que Descartes, on en a fait le cartésien de nos jours, mais que pour ceux qui ont lu Descartes, c'est-à-dire à peu près 1 sur 1000, Descartes, dans Discours sur la méthode, en préambule, nous dit qu'il ne remettrait pas en question la foi en Dieu. Et Descartes était secrétaire général de la Rose-Croix. Donc quand quelqu'un vous dit « je suis cartésien », dites-lui joyeusement « tu crois en Dieu ?» Ça fait toujours un effet bœuf. Et donc ce petit vent souffle vient et elle me dit, cette voix féminine, féline, couvre-la maintenant aussi de ton amour d'humain. Je cherche pas à comprendre, je suis couillon moi. J'ai alors joint mes bras en croix sur ma poitrine, j'ai pris le temps d'une courte prière, d'un au revoir pour elle, pour celle qui, si belle, prenait son envol. Les yeux clos, lentement, tendrement, je les rouvris en me retournant sans sortir. L'important, c'est de semer un peu, beaucoup, sans cesse, les graines de l'espérance. Aie confiance, chaque graine enrichira un peu le coin de cette terre. C'est un peu pour ça que je suis ici, et que je suis très très honoré que vous m'ayez invité. C'est juste des petites graines. Lorsque j'ai vécu ça, et que je l'ai raconté, ils ont l'habitude que je suis complètement barré, donc... Il y a un médecin qui m'a dit, mais pourquoi tu pries? J'ai dit, pourquoi tu vas pas aux toilettes, toi? Elle me dit, oui. Prends une douche, oui. Donc tu laves ton corps et tu l'enlèves. Mais oui. Je dis, mais la prière, c'est la même chose. La prière, c'est pas ce qu'on nous a appris dans une église ou une autre. C'est le début, ça. Notre Père qui est aux cieux, nanani nanana, ou d'autres, Om Am Shanti Om. La prière, c'est juste quelque chose qui vient à l'intérieur de nous et qui nous permet de nous connecter au monde. J'aime beaucoup les Amérindiens. Prier, ça peut être une balade en forêt et s'émerveiller simplement d'un érable. Ça, c'est prier. Donc ça, c'est la première petite chose. Alors, bien sûr, je suis invité ici parce qu'il y a la mort. Alors, au niveau statistique, normalement, aucun d'entre nous devra en réchapper. Je préfère vous le dire. Vous pouvez toujours tenter, essayer, mais... Voici une phrase de Goethe dans le Faust. Il ne faut pas trembler devant le gouffre obscur où l'imagination semble se condamner à ses propres tourments, devant cette étroite avenue où tout l'étincelle,
où tout l'enfer étincelle. Ose, nous dit Faust, d'un pas hardi aborder ce passage, au risque même d'y rencontrer le néant. Goethe était un initié. Il était, pour la petite histoire, le grand-papa de Jung. Goethe, dans le Faust, loin de ce qu'on vous a dit à la télé, c'est une vraie histoire initiatique, c'est notre histoire. Nous avons tous fait un pacte avec Satan. Shaitan, dans les langues anciennes, de l'hébreu au Mésopotamie, ça veut dire la densité. Et pour s'incarner sur cette terre, il faut que je sois dense. Imagine, je me présente à vous un peu éthéré. Et mourir, ça fait peur. Et ça ne fait pas peur qu'à certains. Il y en a certains qui mentent. Moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit « Moi, je n'ai pas peur de mourir. » Je dis bah, « C'est bien. Mais j'ai peur de souffrir. » Je dis, bon. Et puis, j'ai peur pour mes enfants. Ça fait beaucoup de peur quand même. Mais pour moi-même, je n'ai pas peur. Il faut arrêter qu'on se mente. On a peur. C'est parce que je ne me mens pas que je peux travailler sur moi. Le gars qui est devant vous, qui a 22 ans de palliatif, il n'est pas né en n'ayant pas peur de la mort. C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai vécu des effrois. J'ai vécu des moments terribles. Et c'est parce que j'ai vécu ça que je peux continuer l'accompagnement. La notion d'un monde ou d'un Dieu seulement tout amour, il ne réside pas aux premières expériences intimes, qui révèlent au fond de l'homme lui-même une mysterium tremendum, une source d'effroi sacré. Et ça, c'est une lecture biblique que nous n'avons plus. Ou une lecture talmudique, ou une lecture de l'islam, ou une lecture de la Bhagavad Gita, ou autre. Il y a dans le cheminement, pour découvrir ce qu'est la vie, un moment où la graine doit être mise en terre, dans les lieux les plus obscurs de l'être. On est une société où, au bout de... Déjà, quand quelqu'un meurt, je vais les taper, ils appellent le psy. Parce que la famille pleure. Je dis, mais ils sont cons ou quoi? Il faut qu'ils pleurent. Qu'ils m'appellent s'ils ne pleurent pas. Quand tu perds quelqu'un, tu pleures, c'est humain, c'est normal. C'est même beau, c'est un moment intime, leur moment. Et puis un deuxième truc, c'est que quand quelqu'un ne va pas bien, on appelle le psy pour qu'il aille bien. C'est pas ce que j'ai compris de la psychologie. Moi, je ne suis pas là pour que ça aille bien. Moi, je suis là pour que, dans un ciel tout bleu, quand il y a un seul petit nuage noir, je pointe le nuage noir et je dis, il y a un nuage noir? Sinon, on va voir le coiffeur, c'est moins cher. Il parle, sympa. Il vous masse un peu le cuir chevelu, ça fait du bien. Puis après, vous sortez, vous êtes pimponné, tout ça, c'est bien. C'est mieux que le psy, quand même. Donc, il faut savoir ce que vous voulez. Quand on va voir un psy, on va travailler sur soi. Si vous ne travaillez pas avec le psy, changez de psy. On n'est pas là pour autre chose. Et le Mysterium Tremendum, c'est vraiment ça. C'est le fait qu'il y a un effroi sacré. Vous savez, dans toutes les lectures spirituelles du monde entier, dès qu'on croise le sacré, la première chose qu'on a, c'est on a peur. Et ça passe. Les meilleurs enseignants, ce sont ceux qui vous disent où regarder, mais ils ne vous disent pas ce qu'il faut voir. Et là, on est aux antipodes de notre société. Dans notre société, tout le monde a quelque chose à vous dire s'il y a quelqu'un qui est malade autour de vous. Moi, je vois les patients que je rencontre, ils n'en peuvent plus. Il y a toujours quelqu'un, il a 12 doctorats, et il dit, écoute, tiens, un cancer, bats-toi, déjà, bats-toi. L'autre, il est au fond du lit, il a 6 de tension, bats-toi. Ouais. Mais résultat, c'est quoi? C'est que quand il est toute seule, ou tout seul, cette personne, elle se dit, mais si je ne me bats pas, je suis une merde. Il y a des pubs à la télé, un héros extraordinaire. Et puis maintenant, ils ont fait un héros ordinaire. Et puis on nous a parlé de Lance Armstrong. Merveilleux garçon. Faisait du vélo, nul n'est parfait, et il gagnait tout. Il a un cancer des testicules, il s'en sort. Et on fait tout un foin américain sur le fait
Quand tu as un cancer, si tu te bats avec le vélo, tu t'en sors. Cancer des testicules, 98% de chances de guérir. Guérir, j'ai pas dit aller tant bien que mal. Et donc, il faut toujours tourner 12 fois sa langue dans sa bouche pour savoir de quoi est atteint l'autre. Il n'existe pas le cancer. Il existe une multitude de cancers. Il n'existe pas un cancer du sein, mais une multitude. Et oui, souvent le cancer du sein peut se guérir, des fois non. Et puis si une dame, eh bien c'est terrible pour elle que de perdre ses cheveux. La plus grosse connerie à lui dire, c'est « ça repousse ». Allons. Elle le sait que ça repousse, mais c'est difficile. Faites l'expérience de vous raser, de vous regarder devant la glace. Vous allez vite comprendre. Je ne l'ai pas fait. Hein. Vous voyez, Jung, il n'est plus trop enseigné à la fac, c'est le mec que j'aime le plus. Lui, il s'est dit... Alors, la plupart des grands universitaires ou autres, ils ont un héros à eux. Alors souvent, ils prennent Siegfried, Faust ou le surhomme, Nietzsche. Et lui, ce couillon de Jung, il a dit non. Je vais prendre un couple de vieillards, Philémon et Baucis, c'est dans les Métamorphoses d'Ovide, et il les prend parce qu'ils sont humbles et bienheureux des dieux, promis à eux par l'immortalité. Et dans un temple, jusqu'à leur ultime vieillesse, et à leur mort, les dieux les changent en arbres pour qu'ils mêlent leur feuillage. C'est pas beau? Vous voyez, Jung, ce grand connaisseur de l'âme humaine, les héros grecs, ouais, mais pas jusqu'au bout. Il y a beaucoup à gagner que d'être humble et bienheureux. La question qu'il nous faudra répondre dans toute notre vie sera « Quel est le monde et qui je suis ?» Vous y avez répondu? C'est en fait la métanoïa. Métanoïa, c'est le mot grec. La convertio, c'est le mot latin. Et en français, on a dit la conversion. Absolutely no. C'est la transformation. C'est quand même un peu plus fort. Point de départ de toutes les aventures de l'âme, l'abandon des normes de la vie courante pour se tourner vers l'intérieur afin d'y enfanter un nouvel ordre. L'ordre du monde est un ordre social adapté. Nous avons besoin de cet ordre. Je suis adapté, hein, j'ai même mis un jean qui a des trous, ça fait jeune, c'est tout. Non, il y a 20 ans, je n'aurais pas mis un jean avec des trous. J'aurais mis des pattes def. Donc, on a besoin de ça, mais cela n'est pas le réel. Cela est la réalité. La réalité, c'est dès que le dernier iPhone est sorti, je l'achète. C'est bien pour Apple, c'est con pour votre portefeuille. Et j'aime bien un monsieur qui s'appelle Pierre Rabhi. Pierre Rabhi nous dit « Cultiver un potager, ce n'est pas seulement produire ses légumes, c'est apprendre à s'émerveiller du mystère de la vie. » Quand j'étais au village des Pruniers avec un monsieur zen qui s'appelait Thich Nhat Hanh, quand je suis arrivé, moi je pensais qu'il allait me parler et tout, je me suis dit putain, trop cool. Il m'a dit tu vas en cuisine, tu vas éplucher des légumes. Ah bon? Et puis après il m'a appris à éplucher les légumes. Et depuis j'ai épluché les légumes. Je fais attention, hein, parce que des fois j'ai pas envie. Alors je dis à ma femme, je dis putain, si je fais le pot-au-feu maintenant, ça va être dégueulasse. Elle me dit pourquoi? Je dis parce que j'ai pas envie. Il faut que j'y mette tout mon amour. Mais vous êtes d'accord avec moi, des fois on est nuls. Hein. Enfin moi. Vous êtes toujours avec de l'amour. Moi des fois je peux pas. Quand j'ai regardé TF1, j'ai beaucoup de mal. Et donc, il faut que j'arrive à être en symbiose avec ma carotte. Et c'est pas évident, c'était pas gagné pour moi, la carotte, que j'en ai à foutre. J'étais élevé en Occident, on m'a dit la carotte, le chou-fleur, c'est des choses. Et le commentateur voulait un peu taquiner Krishnamurti, il lui dit, mais vous êtes végétarien, mais vous mangez quand même des choux-fleurs, vous les tuez. Et la réponse de Krishnamurti est excellente, oui, c'est pour ça qu'il faut se limiter. Et c'est vrai.
il y a une chose que nous devons tous apprendre, nous les Occidentaux, ça vient, hein, c'est d'essayer de se limiter. En tout. Alors, vous voyez, je mets un peu de latin, c'est parce que ça fait intelligent. Avant, je mettais du grec, mais là, vraiment, les gens me disaient non. Latin, c'est mieux, ça passe mieux. Donc l'art requiert l'homme tout entier. Alors, si je dis ça, c'est parce qu'une des voies de sortie, c'est pas forcément le psy. Non, c'est bien d'aller voir un psy. Moi, ça me permet de changer de bateau, tout ça. Non, je suis pas de bateau, hein. Mais s'ouvrir à l'art, c'est une des grandes composantes de la métanoïa d'un être humain. Donc peindre, je sais pas moi, la sculpture, la musique, toutes ces choses-là sont des choses extrêmement importantes. Et l'unique problème de l'âme moderne, c'est l'état d'homme. On est dans la merde. Comment il peut être supporté et surmonté? Nous autres, nous sommes certains que nous sachons ce qu'est un être humain. C'est vrai, hein? Moi, quand je suis avec mes copains médecins, je dis alors c'est quoi un être humain? Oui, il est capable de nous raconter tout, lui. Un être humain, c'est des viscères, puis il a un cerveau. Et le cerveau, il commande à tous les... Alors j'ai dit, c'est pas prouvé que le cerveau, il commande à tout, quand même. Il m'en veut après. Alors, je vous ai mis aussi une petite boîte que vous pouvez trouver sur Amazon. C'est beaucoup moins cher que d'aller voir un psy. Il faut que vous soyez de connivence avec quelqu'un. Et voilà, il y en a un qui joue le psy et l'autre, ça va mieux. Et juste à côté, une photo de la nature. La nature, c'est nous. J'ai horreur de ce que l'on fait souvent en disant il y a la nature puis nous. Non, on est la nature. Nous sommes des mammifères. Il faut qu'on arrête nos conneries en disant on est supérieur parce qu'on peut parler. Tous les animaux pensent avec un E et avec un A. Et maintenant, c'est dans les revues de psychopathologie et de psychiatrie. Il faut arrêter de penser que nous sommes le summum de la création d'une divinité. On est un prout dans l'univers parmi d'autres prouts. C'est très bien. Et donc là, on voit cet oiseau et cette menthe religieuse, et c'est aussi parfois nous. Et parfois, il nous faudra effectivement manger la menthe religieuse. C'est pas pour cela que cela est mal, c'est pas pour cela que cela est bien. Cela est peut-être juste, non au sens de la justice, mais au sens de la justesse. Je viens du Nord. Ça fait 42 ans que je suis dans le Sud, et on me prend à chaque fois pour un viking. Je sais pas, je dois être gros, je sais pas. Et c'est vrai que j'ai une attitude un peu comme ça. J'ai beau être psy, aimer les gens, etc. Mais ce qui doit être fait doit être fait. Et je ne suis pas là pour raconter des mensonges. Et donc, à des moments, il nous faut être ferme. Aimant, mais ferme. Alors, la psychothérapie, quelle qu'elle soit. Quand je mets psychothérapie, ce n'est pas seulement occidental. Ça peut être chamanique, ça peut être bouddhique, ça peut être tout ce que vous voulez. Et le transfert, alors ça c'est un mot de psy, transfert, ça veut simplement dire qu'il y a des informations qui passent d'un individu à un autre individu en dehors du conscient. Il joue pour Jung, à partir du praticien, le rôle actif d'un catalyseur en vue d'une manifestation des contenus inconscients. C'est ce qui peut-être s'est passé lorsque j'ai rencontré cette dame. Oui, elle était morte, mais quelque chose dans mon inconscient, suffisamment ouvert, a pu entendre ce désir. Pour être efficace, il présuppose donc un accomplissement personnel du psychologue. N'oubliez jamais que le titre de psychologue, psychiatre, médecin, c'est un titre universitaire. Je continue ? Bon, ça ne sert strictement à rien. Alors, c'est super parce que dès que je rentre et que je dis je suis docteur, quand même, c'est la classe. Mais c'est typiquement social. Et vous pouvez rencontrer un psy qui n'a jamais travaillé sur lui. Fuyez. Fuyez. Et vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui n'a pas fait d'études, qui cultive son champ, mais qui a travaillé sur lui. Restez, écoutez-le. Et ça, c'est votre discernement. Maintenant, si vous voulez voir, j'ai un cabinet privé, mais bon.
Car le propre d'un symbole est précisément de mettre de l'inconscient en contact avec ce qui est inconnu et à jamais inconnaissable. À un moment, il faut se frustrer. Lorsque je parle de mon père, puisque je suis théologien, et donc pour moi c'est plus simple, mais je pourrais l'appeler autrement, mais je sais très bien qu'il n'est pas mon père. Sinon je suis en hôpital psychiatrique. Je sais très bien que c'est une image. En araméen, on dit « Owon ». Mais cette image, elle m'aide. Je ne vais pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais cette image, elle recouvre quelque chose qui est inconnaissable. Mais par ce biais-là, je peux atteindre les connaissables. Mais si j'étais né, et j'aime beaucoup Babaji, eh bien, je serais plutôt shivaïte. Et en ce sens, eh bien, je ferais tout ce qu'il faut comme un bon shivaïte. C'est-à-dire, en gros, tout à l'envers. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu que cette petite bougie, bon, pour deux choses. La première, c'est parce que j'ai l'honneur, et vraiment l'honneur, d'appartenir au Point Rose, dont vous allez entendre parler, qui s'occupe de parents qui ont perdu un enfant. Et je suis un parmi d'autres avec eux, et vraiment, ils me permettent d'apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis aussi parce que la lumière, n'oubliez jamais que c'est Lucifer. Lucifer, en latin, ça veut dire le porteur de lumière. C'est en analogie avec Vénus. C'est en analogie avec d'autres mythes qu'on a peut-être un peu déformés dans le christianisme pour asseoir quelque chose qui était de l'ordre d'un pouvoir temporel. Et l'intellect luciférien a usurpé la place de l'esprit créateur. C'est-à-dire que dans notre société, l'esprit créateur est moindre que l'esprit d'un universitaire. Et c'est pour ça qu'on meurt tous. On a des villes de merde, enfin je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais avec des bagnoles qui polluent. Quand c'est pas les bagnoles, c'est... L'esprit créateur doit être recherché non plus en haut, telle une flamme, mais dans les profondeurs où se trouvent les eaux. Les eaux, l'éternel féminin, perdre les eaux, etc. Ainsi qu'en témoignent les songes de nombreux hommes d'aujourd'hui. En fait, on n'a pas à monter, il faut descendre. L'angoisse moderne est l'appel du fond, le vertige éprouvé sur les hauteurs de l'esprit, où l'être a cessé de plonger ses racines dans l'humus nourricier. Nous autres, les humains, on flippe parce qu'on n'a plus l'humus nourricier. Moi, j'ai été élevé par des paysans, eux, ils l'ont. Donc quand on leur parle de la mort, ils disent « ouais, ben, ils meurent ». Parce que leur vie, il y a la mort. Ils l'ont vu depuis qu'ils sont tout petits. Et là, je rencontre des gens qui n'ont jamais vu quelqu'un mort. Et puis, une autre chose, c'est qu'on a toujours l'impression qu'il faut qu'on ait. Vous savez, en Occident, le verbe avoir, c'est un verbe excellent. Eh bien, le transpersonnel, la spiritualité, la psychologie des profondeurs, c'est l'être. Et vous le savez très bien, plus j'ai d'objets, plus je suis malheureux. Alors vous allez me dire, mais les cons du doigt, non, j'ai une piscine, je suis bien, j'ai un bateau, mais tout ça, il faut les assurer. Ça va me sortir, ça me fait rire. Et tout ça, ça vous cause du souci. C'est vrai, quand j'étais petit, enfin plus jeune, j'ai dit à ma femme, bon, acheter une piscine, t'es content, j'ai la piscine. Maintenant, j'ai qu'une chose, hein, j'ai envie de la remplir, j'en peux plus. Et les gens qui viennent me voir, en fait, ils viennent se baigner. Je les aime bien, hein, ils font partie de la famille. Mais ils m'emmerdent. Et puis ça n'a pas de sens, on est dans une sorte de plein de maisons comme ça, il y a tout le monde qui a sa piscine, sa tondeuse. Ça, je me suis dit, c'est peut-être un peu inutile, on peut partager. Mes pensées, mes paroles, mes actes sont des vagues d'énergie qui voyagent et me reviennent. Quand ça va pas, au lieu de dire « merde, les autres sont des cons », dites-vous « tiens, il y a quelque chose qui me revient que j'ai envoyé dans l'univers. » C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui me revient de ce que je suis aussi. Science ou dogme. Alors vous avez vu qu'à l'heure actuelle, si vous voulez prouver quelque chose, il faut faire comme Goldgate. Prouver scientifiquement. Vous n'avez pas vu la télé? Maintenant, ils font très attention, mais ça fait un peu allumer. Prouver cliniquement. Pour nous vendre des dentifrices. Et maintenant, il y a une dame qui vient d'Angleterre. Mais c'est pas des conneries, je vous raconte. Qui est dentiste.
pour les enfants. Et elle nous apprend qu'il faut remettre du fluor dans le dentifrice. Je vous rappelle que le fluor a été enlevé parce qu'il était cancérigène. Question qui a raison. C'est comme la mort du nourrisson. Pour ceux qui ont eu des enfants, je pense qu'en 20 ans, on les a mis sur tout, à part sur la tête, on a tout fait. Peut-être il y a d'autres choses à chercher que simplement quelque chose qui appartient au corps. Au XXe siècle, le XXe siècle a accentué ce processus de désacralisation, surtout en Occident. Et après une longue résistance, il s'est débarrassé des mythes à un rythme accéléré. Le plus beau triomphe de la science, pourtant, ne saurait compenser cette perte d'âme. Moi, je suis tout le temps tiré des scientifiques. Où ils vont pas bien. Mais ils sont scientifiques. En gros, on a inventé un truc qui sert à découvrir le monde, mais pas pour qu'on aille bien. C'est bizarre quand même. On a décidé, par exemple, que les animaux ne parlaient pas. On a décidé que perdre un enfant, c'était l'horreur. Mais jamais personne ne s'est pensé la question, comme les Indiens, à se dire, mais cet enfant que je perds, je ne le perds pas. Il a juste franchi une porte pour aller ailleurs. Qu'est-ce qu'il vient m'annoncer? Qu'est-ce qu'il vient me dire? Est-ce que cet enfant est un chaman, donc un medicine man? Est-ce qu'il vient guérir une partie de moi ou des autres? Et si on pense comme ça, on va déjà moins bien. Mieux par rapport au social. Je suis mon maître, alors ça. La question, c'est de savoir s'il s'agit du verbe suivre ou du verbe être. On est tous des moutons de panurge, tous, moi y compris, à un moment donné. Puis un jour, je me rends compte que je suis un mouton, je change. Mais au lieu de me culpabiliser ou de faire mea culpa, je me dis, c'est pas grave, t'es juste un humain, ça va passer. La névrose est une souffrance de l'âme. Vous avez remarqué que je parle que d'âme pour MC? Oh. Mes confrères, ils n'aiment pas quand je fais ça. Ils disent l'âme, c'est un concept flou. Pourquoi l'appareil psychique, c'est pas flou? L'âme. Animus. L'âme, c'est ce qui nous anime. Ça parle quand même. J'ai jamais dit qu'on avait une âme et un corps séparés. J'ai dit qu'il y avait une création un peu particulière d'une âme et un corps qui s'appelait un être humain. L'homme, une fois seul avec lui-même, se sent dans un état d'indigence spirituelle générateur de déséquilibrés. En fait, bien souvent, lorsqu'on est seul avec soi et qu'on n'arrive pas à être bien, c'est qu'on est dans ce déséquilibre de la névrose. Il faut que vous passiez au minimum 10 minutes seul par jour. Seul, hein? Pas de télé, pas de radio, rien. Vous et vous. Et vous allez voir que vous allez mieux. L'être que vous êtes est fantastique. À l'intérieur de vous, il y a un être extraordinaire, je ne vous mens pas, qui a des ressources inépuisables. La névrose, écrit Jung, est la souffrance d'une âme qui cherche son sens. Pas le sens, son sens. Donc s'il y a un petit couillon qui vous dit le sens de son âme, c'est le sens de son âme. C'est pas le vôtre. Vous voyez ce que je veux dire? Fais du yoga, ça te fera du bien. Elle va mourir. Je fais du yoga. Je fais un peu ce que je veux déjà. Toutes ces petites phrases qu'on se dit les uns les autres. Oh ben t'as vu Machine, elle a eu un cancer. Et t'as vu Maryse, elle s'en est pas sortie. Faut qu'on arrête de se polluer l'âme. Non? Avec des petites phrases sympas. Et puis si vous n'avez pas le temps, je vous laisse cette petite adage. Vous devriez vous asseoir 20 minutes chaque jour pour méditer. Excepté quand vous êtes trop occupé, là, vous devriez vous asseoir une bonne heure. Méditer, c'est pas ce que vous croyez, c'est pas être en lotus ou en siddhyasana. En Occident, on n'a pas l'habitude. On n'a pas les bonnes pliures poplitées. Hein, si je vous mets tous en lotus, j'en perds plus de la moitié. Et moi avec. Et méditer, ça peut être tricoter. J'avais une grand-mère, elle tricotait. Et quand j'étais enfant, je me disais, c'est complètement con ce truc. Tricote.
Et puis, beaucoup de temps après, j'ai compris que pour tricoter, il fallait une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Je dis, ah, ça me rappelle ma vie. Et puis j'ai vu cette grand-mère, quand elle tricotait, elle n'était plus là. En fait, elle était tellement là qu'elle n'était pas là. Elle méditait. J'ai vu des gens peindre, j'ai vu des gens marcher, j'ai vu des gens courir, j'ai vu des gens faire un sport, etc. Quand ils sont libérés des contingences de vouloir être le meilleur, quels qu'ils sont beaux, tous. Donc, à quel moment je vais pouvoir trouver une libération? C'est quand même ça l'histoire. Hein. Lorsque le monde, ou ce qui est vu, sera disparu, le soi, celui qui va, sera réalisé. Ça, c'est dans l'Advaita. Et je vous ai mis à côté une dame, Kristan Schenger. Si vous avez l'occasion, et j'ai regardé la librairie, vous devez dévaliser le livre de Kristan Schenger. C'est une femme extraordinaire. N'oubliez jamais que dans ma profession, si les hommes ont théorisé et sont profs de fac, celles qui sont sur le terrain sont des femmes. Et celle qui a fait et qui a inventé le soin palliatif s'appelle Elisabeth Kübler-Ross et Cecilia Saunders. L'éternel féminin et l'éternel accoucheur. Et quand je fais ce travail, je suis sur une posture féminine. Et puis à côté de ça, on peut se dire que connaître la face obscure de sa propre âme est la meilleure préparation qui soit pour savoir comment se comporter face aux parties obscures des autres âmes. C'est ce qu'on le voit. Vous avez remarqué? Là, je vous vois, là. Il y en a certains, ils dorment, d'autres, ils font leurs courses, d'autres, je ne sais pas ce qu'ils font. Et alors, j'accepte, parce que je sais que dans la position dans laquelle vous êtes, peut-être que je serai en train de dormir. Ma propre obscurité. Ma propre obscurité. Vous connaissez peut-être Milgram? L'expérience terrifiante qu'a fait Milgram dans les années 50. 78% de la population vont jusqu'à tuer un être humain. Or, c'est un protocole expérimental, hein. C'est Icomicard, le film. Mais croyez pas que vous n'êtes pas dans les 78%. Hein. D'ailleurs, j'en veux pour preuve qu'à chaque fois que vous quittez mon bureau, celui d'un médecin, alors qu'on vient de vous annoncer que votre femme, que vous, vos enfants ou je ne sais pas quoi va mourir, qu'est-ce que vous dites? Merci, docteur. Le mec qui vient vous annoncer une horreur, ouais, merci, cool. Non. Et en plus, il vous l'annonce comme un bâtard, parce qu'il ne sait pas s'en servir. C'est pas que les médecins soient mauvais, c'est qu'ils ne sont pas préparés. Ils ne savent pas. Alors ils disent, je vais leur dire toute la vérité. Non, la moitié. Non, les 3/4. Je vais leur parler d'une recherche. Et au bout d'un moment, on se dit, mais ils nous prennent pour des cons, quoi. Effectivement. Mais c'est parce qu'ils s'en sortent pas. Je vous ai mis là à côté Etty Lee-Soon. Etty Lee-Soon, c'est une dame. C'est pareil que Kristan Schenger, elle est un peu plus vieille, elle est morte dans la Shoah. Et elle est extraordinaire. C'est la dame qui dit, non pas je vais te prier mon Dieu à l'extérieur, etc. Elle était juive. Elle dit, je vais te faire une place à l'intérieur de moi. Parce que tu as besoin de moi. Tac, à l'inverse. Et c'était une femme extraordinaire. À côté, une autre femme extraordinaire, je ne sais pas ce que le passé nous réserve. C'est pas excellent, ça? Nous tous, les humains, on est persuadés, puisqu'on est cons comme des balais, que le temps, c'est une ligne droite. C'est-à-dire, on est né en 1900 machin, et on va mourir en 2000 et machin. Pauvre Einstein, pauvre Bohr, pauvre Pauli. Qu'est-ce que vous faites des dernières découvertes technologiques et scientifiques? Rien. Et à côté, la triste vérité, hein, si vous avez des enfants, ben, faites qu'ils soient architectes, médecins, dentistes, avocats, normalement ça va. Psychologue, il peut y avoir des dangers. Une dernière, avant qu'on passe à la dernière étape de mon discours. Et si finalement Adous avait raison? Alors elle est un peu noire, cette phrase.
Ne la prenez pas comme quelque chose qui est un malheur. Prenez-la simplement pour un vieux frère qui vous avertit. Et pour être heureux, mettez de la joie en vous. La dictature parfaite serait une dictature qui aurait l'apparence de la démocratie. Ça rappelle quelque chose. Une prison sans mur, dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader. Un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Bienvenue à Gattaca. Nous y sommes. C'est pas la faute seulement de M. Macron, on est tous participants. Bon, on y a mis des gilets jaunes, ça l'a pas fait rire, tout ça. Et on va aborder un autre cas, vignette clinique. Donc je vous rappelle que l'empathie, ça s'apprend pas, ça se cultive, c'est Chambon qui dit ça. Chambon, c'est un psychiatre de Lyon, qui est pote, il est un peu foufou, mais il est extraordinaire. Et l'empathie, ça s'apprend pas, ça se cultive. Comme la cultivait. Rappelez-vous les Cisterciens, les Esséniens, les Égyptiens, les Indiens dans la médecine ayurvédique étaient aussi des agriculteurs. Il n'y a que dans notre monde moderne où on a séparé les trucs. Si vous voulez être un bon médecin, regardez pousser une carotte. Mais c'est vrai, c'est vachement compliqué. Il y a deux façons d'approcher l'humain. L'approche scientifique, objective, formelle et rationnelle. Ça, c'est quand je suis à la fac. Puis une autre, plus littéraire, subjective, interprétative, mais qui permet d'accéder au monde intérieur des humains. C'est-à-dire que la première ne dit rien de votre monde intérieur. Un exemple bête. Les études nous disent, au bout, le deuil, c'est 1 an et demi. Donc si vous allez voir votre psychiatre, et ça fait 1 an et 6 mois, attendez-vous à ressortir avec un antidépresseur. Je caricature. Il y a beaucoup de psychiatres beaucoup plus intelligents que ça. En plus, c'est des études de psychologues. Mais voilà, pour une fois, un petit p, c'est-à-dire les probabilités ou les choses comme ça, laissez-les un peu de côté et vivez votre vie. Commencez après. C'est l'histoire d'une dame que j'ai rencontrée en soins palliatifs l'année dernière. Cette dame, pour la petite... J'ai un peu de temps, je ne sais pas où j'en suis. Ouais. Cette dame, quand il était allé voir l'oncologue, j'ai cru que mon pote, il n'est pas là, non. Sébastien, il allait tomber à la renverse. Une bimbo. Vous voyez ce que c'est une bimbo? Des talons comme ça, mini-jupe, les seins refaits, enfin je pense. À mon avis, oui, quand même. Les cheveux longs. Et donc, oui. Il s'est remis quand même, Sébastien. Il a fait un hic comme ça. Et puis, malheureusement, elle avait un sarcome de la plèvre. Sarcome de la plèvre, on ne s'enlève pas. Cette dame était jeune, elle avait 41 ans. Et donc, on lui annonça une catastrophe. Mais ça va. Et puis, je vais la voir. Puis, en allant la voir, la première chose qu'elle me dit, j'ai pas besoin d'un psy. C'est très humain, ça. Je leur dis, ça tombe bien, moi non plus, mais j'ai des factures à payer. Allez. Donc, s'il vous plaît, acceptez que je reste, 10 minutes, je fais mon taf. Et on a commencé à parler de tout et de rien. Elle avait un enfant, elle avait un homme avec qui elle s'était mis, parce qu'il avait beaucoup d'argent, mais elle n'aimait pas. Mais c'est une vie, comme on en a tous. Puis il y en avait un autre qu'elle aimait. Mais il n'avait pas un blé. Et puis voilà, une vie de femme, une vie d'homme. Et puis une maman un peu envahissante, un papa absent. Puis voilà, on est là-dessus, truc de psy traditionnel, quoi. Et puis un jour, 1 an après, elle me demande d'assister toujours à ses entretiens avec le médecin. Ça la rassure. Et là, on est obligé de lui dire que la chimio ne marche pas. Elle s'en a été aperçue, elle était de plus en plus essoufflée. On est obligé de lui dire qu'on n'a pratiquement plus rien. Et là, grâce à ça, elle a enfin ouvert son cœur. Et elle me dit, je ne veux pas mourir maintenant. Moi, il m'est rien venu, je ne sais pas vous. Je ne veux pas mourir maintenant. J'allais lui dire non, c'est pas le moment. Je vais lui dire à la con, c'est pas nous qui décidons. J'ai rien dit.
Il m'a dit, tu comprends, parce qu'on se tutoie à l'hôpital, enfin moi j'aime pas qu'on me voit. Tu comprends, je suis trop jeune, j'ai trop de choses à faire. La brèche était ouverte, qu'est-ce que tu as à faire? Eh bien, j'ai plein de choses à voir, puis elle m'énumère ce qu'elle aimerait faire, etc., etc. Et puis on a travaillé avec ça quelques mois. Et puis en fait, tout ça, ça tournait autour de qui je suis, moi. Est-ce que je suis... Elle était esthéticienne, nul n'est parfait. Alors toujours elle me disait, t'es quand même mal coiffé. Et elle s'est dit, mais je voudrais faire tant pour l'autre, parce que ça passe par là. Il y a une période de la vie, vous avez remarqué, d'un coup on a envie d'aider l'autre. C'est pas ce qui nous arrive. L'autre, c'est nous-mêmes ailleurs. On aide l'autre pour s'aider soi-même. C'est pour ça que je suis devenu psy, hein. Je suis pas con. Hein. J'ai pas un amour indéfini des autres. J'ai un amour indéfini de moi-même. C'est pour ça que je vais voir l'autre. Et on a commencé à vraiment travailler les choses les plus dures. Et puis la maladie avançait. Et puis avançait telle qu'à un moment, elle avait une couche. Elle avait des sondes de partout. Elle avait un appareil respiratoire. Ouais. Et plus rien n'allait. Et bien sûr, sa famille continuait à lui dire « Mais non, ça ira. Bats-toi !» Elle n'en pouvait plus, mais elle les aimait. C'est bien. Et donc, on en est là. Et elle avait vu sur Internet que je m'intéressais aux EMI, aux expériences de mort imminente, et que j'avais fait ma thèse dessus, etc. Elle s'est dit, peut-être ce grand con, il sait des choses que moi je ne sais pas sur l'après-vie. Sa main caressait la mienne, douce et délicate. Alors oui, je fais partie des psys où il n'y a pas de séparation dans le corps. Je tiens la main de mes patients. Ça ne veut pas dire que je suis en train de glisser dans leur lit du plafond et que j'ai envie de la sauter. Ça veut simplement dire qu'il y a des informations qui passent là. Et à la fac, je l'enseigne, c'est terminé, le divan à 3 mètres et moi derrière. C'est une expérience, la psychanalyse que j'ai faite, et qui est très valable dans d'autres lieux que celui-là. Elle me regardait sans tension, ses yeux fixaient les miens, son max oxygène d'où un sac pendait, se gonflait suivant sa respiration. Vêtue d'un simple t-shirt noir, les pieds étendus. On pouvait entendre le faible son de la civilisation, de la télévision. Celle-ci éclairait la chambre par interminence de couleurs différentes. Alors, vous en êtes aperçu, ça, quand vraiment on est presque dans le noir, la télé, elle donne des couleurs. Je trouve ça très joli, moi. Sa main caressait la mienne, mon pouce effleurait la paume de la sienne. J'étais sur une chaise, celle-ci était bleue, percée pour les commodités, mais son couvercle permettait une assise. Les hôpitaux de Marseille n'ont pas de quoi offrir des sièges autres que des sièges d'aisance. Cela dit, je me suis dit, peut-être je suis un pape. Vous savez ça? Au pape, on met une chaise percée depuis Jeanne la papesse. On vérifie quand même, hein? La pièce obscure, chambre blanche, faisant résonner les pompes diverses, permettait un confort pour vivre. Le bruit de l'oxygène égayait l'ensemble d'une musique d'eau agréable. « Comment c'est ?» interrogea-t-elle, dans un souffle, les yeux englués de larmes. « Comment c'est après ?» Moi, j'étais juste là, posé sur un drôle de trône. Voulait-elle vraiment que je dise, ne sachant pas trop, mon regard croisa le sien. Et puis là, dans un instant, une déchirure dans le temps. Pendant un instant, j'avais mal, la tristesse m'envahissait. Par vagues longues et sourdes, sa main serra la mienne comme le rappel d'une nécessité de réponse. Si je ne ressens pas ce que ressent mon patient, faut que je fasse plombier. Je n'ai rien contre les plombiers, grâce à eux, je n'ai pas de fuite. Mais le métier que je fais demande à ce que je ressente au plus près de mon être la souffrance de l'autre. Si je ne le ressens pas, et là je ressens. Et donc là, comme elle, parce que je ne suis pas mieux qu'un autre être humain, waouh! Et puis elle serre sa main, comme pour me dire, allez, parle.
Alors je commence. Bah, tu sais, c'est un lieu qui aura la couleur de ton âme. Un espace que tu aimes déjà. Il y aura là-bas ce que tu amèneras avec toi. En d'autres termes, si tu meurs en colère, tu amèneras la colère. Si tu meurs en ayant de l'amertume envers quelqu'un ou quelque chose, tu emporteras ça. C'est pour ça que dans toutes les traditions du monde, on nous demande de nous lâcher de ça. C'est juste une colère de la terre. On n'est pas obligé de l'emporter. Oui, le voisin vous a piqué un acre de terre. Et alors? Et puis, il y aura ceux qui déjà se préparent à te recevoir chez toi dans un océan d'amour. C'est toujours très étonnant quand quelqu'un meurt à la Timone, peut-être qu'il n'y a qu'à la Timone que ça se fait, eh bien, il y en a d'autres qui arrivent. C'est-à-dire que je prends le cas d'un jeune homme, Alexandre, 26 ans, et lui, il m'éclatait parce qu'il me disait, à chaque fois que tu viens, il y a mes deux grands-pères. J'ai dit, bon, la chambre est petite quand même. Et c'est vrai, les deux grands-pères venaient le chercher. Et un jour, je le mets sur un état hypnotique, et il revient avec une chanson, mais il n'arrive pas à me la chanter. Et c'est les grands-pères qui lui avaient donné cette chanson. Et depuis qu'il avait fait l'expérience, cette chanson et de ses grands-pères, il était hyper heureux. Il avait la chance d'avoir une famille extraordinaire. Et ils partageaient tout ça ensemble. Et le week-end, avant qu'il meure, au lieu de faire des macramés, c'est ce qu'on propose dans les hôpitaux généralement, lui, il voulait un barbecue. Sur le parking, nous avons fait un barbecue. Après, on s'est fait un peu engueuler, mais bon, c'est pas grave. Et bah, des saucisses, quand même, c'est quand même bon. Donc, on a fait un barbecue, tout allait bien. Et la veille où il est parti, où il est décédé, il me dit, une main, quand je ferme les yeux, une main se tend vers moi, et mes grands-pères me disent, viens. Et là, je lui dis, va. Il s'est endormi doucement. Je suis resté un petit moment. Je suis allé voir sa maman, son papa. Je leur ai dit, il va partir. Sa maman, qui était extraordinaire, m'a dit, je sais. J'ai dit, prenons un temps ensemble. On était dans la salle des familles. On ne savait pas quoi dire, mais on était bien. 10 minutes, pas longtemps. Et puis après, je suis retourné à mes affaires. Mais je suis retourné chargé, et toujours d'Alexandre. C'est-à-dire que je suis l'homme le plus chanceux du monde. Depuis 22 ans que je suis ces êtres humains, je suis chargé de leur amour. Qu'est-ce que vous voulez qu'il m'arrive? C'est divin. Revenons à Laurence. C'est un lieu qui aura la couleur de ton âme, un espace que tu aimes déjà. Il y aura là-bas ceux qui tu amèneras avec toi. Puis il y aura ceux qui déjà se préparent à te recevoir chez toi dans un océan d'amour. Ses yeux laissaient perler des larmes qui coulaient en ruisseaux le long de sa joue. Et raconte-moi, reprit-elle. Oui, parce que quand on va pour mourir, on est très chiant, on est comme les enfants. Un adulte, je peux le rouler dans la farine comme je veux. J'ai les méthodes pour. Un enfant, c'est un peu plus dur. Mes yeux se fermèrent d'un coup. Elle se crispa. La douleur de respirer. C'est-à-dire, au moment où elle me dit ça, je ressens une douleur, vraiment, mais physique. Et je sens que ça ne va pas, quoi. Elle n'arrive plus à respirer. Moi-même, qui ai des problèmes respiratoires, j'arrive plus à respirer. Alors, doucement, je lui dis à mi-voix, inspire et expire, ça va passer. C'est juste l'instant du corps. Aide-le à l'harmonie avec ta pensée. Décrispe lentement ton corps, doucement. La respiration douce et calme reviendra. Ça prend du temps, tout ça. Hein. Moi, je vous le raconte, ça prend 2 secondes. Et pendant que ces mots sortaient de ma bouche, je la trouvais si forte, si courageuse. Pas du courage du guerrier, mais de celui de la femme qui accouche. Alors nous prîmes le temps de la douceur, tout le temps de son souffle. Et comme un magnifique rayon de soleil après la pluie, ses yeux s'ouvrirent à nouveau. Et ainsi j'ai su que je pouvais continuer. C'est-à-dire qu'au milieu de ce temps de parole, il y avait le temps du corps. Et le corps, il faut en prendre soin. À TF1, ils nous disent 5 fruits et légumes par jour.
Vous le faites? C'est important. Vous fumez pas? Utilisez aucun comestique? Comment on dit? Merci. Pour les dames ou pour les hommes? Pas de teinture? Vous n'êtes pas en ville? Vous éliminez tout ça, les facteurs de risque. C'est que des conneries. C'est vrai statistiquement, mais il faudra qu'il m'explique pourquoi moi je rencontre une jeune femme qui a 16 ans, un cancer de la langue, qui n'a jamais fumé, qui a un cancer du fumeur. Pourquoi j'ai rencontré des gens qui étaient sportifs et qui sont quand même morts du cancer? Ça veut bien dire que l'un n'explique pas l'autre. Oui, c'est des facteurs de risque. Quand je fume, j'ai plus de chance. Mais c'est tout. Et pourtant, sur nos paquets de cigarettes, il y a marqué « Fumer tue ». La connerie aussi. Je fume plus, hein, donc je suis très, très libre de dire ça. Donc on prend le temps de ça. Et prenant le temps de cela, je continue. Après le voyage difficile que tu feras, après les attentes plus ou moins longues dans des sas que tu créeras, un peu comme des terminaux d'aéroport ou escales de voyage, pour un pays lointain, tu arriveras chez toi pour t'y reposer. Tu auras vu l'amour des autres ou leur indifférence égotique, le cortège de ton enterrement, les larmes des tiens, et tout cela t'aura épuisé. En fait, on est tellement cons, nous les humains, il faut qu'on assiste à notre enterrement. Ouais. Et bien sûr, on y assiste, donc on voit ceux qui ne mentent pas, qui sont vraiment tristes, qui nous aiment, et puis on voit d'autres, ils sont là, on ne sait pas pourquoi, ils font chier le monde. Et ça épuise. Alors, si je vous raconte tout ça, c'est parce que je l'ai quand même un peu vécu. C'est-à-dire, je ne vous raconte pas tout ça parce que j'ai lu des livres. J'en ai lu, hein, mais je l'ai vécu. À l'enterrement de ma maman, j'ai jamais autant rigolé. On crevait de chaud. Je commençais à me faire chier tous. Il fallait jeter, vous savez, de la terre sur le cercueil. C'est un moment. Et d'un coup, je vois la vieille, enfin, maman, pardon. Elle était comme ça. Elle avait une canne, elle aussi. Et elle était sous l'arbre tranquille, quoi. C'était son corps, c'était pas elle. Donc j'ai dit à tout le monde, vous inquiétez pas, tout va bien pour Françoise. Ils m'ont pas interné, ça va. Quand tu repenseras au moment où tu as voulu leur dire je suis là, et le silence pour réponse, car ils ne t'entendront pas tous. Alors ça, c'est un truc que je voulais vous dire. Si vous avez perdu quelqu'un, il y a de fortes chances que vous ne l'entendiez pas. N'en faites pas un fromage. C'est pas grave. À l'intérieur de vous, simplement parlez-lui 2 minutes, 1 minute. Lui vous entendra. Et puis à un moment, peut-être, où vous serez un peu dégrossi, vous sentirez un souffle. Vous verrez un petit truc. Je connais une dame, elle voit des points roses ou des cœurs roses partout. Je ne sais pas qui c'est. Et c'est étonnant. Jung appelle ça la synchronicité. Il y a dans votre vie ce que vous y mettrez. Mettez de la joie, il y aura de la joie. Quand bien même vous habiterez au fin fond de l'Irak. Tu seras fatigué, mais tout en joie d'être enfin à la maison, avec ceux que tu aimes et qui déjà ton sourire t'amènera à découvrir ton lieu. J'aime quand tu me parles ainsi, me dit-elle, mais je ne sais pas si je dois le croire, fit-elle en souriant. Et je lui dis, ne le crois pas. Pose cela en toi et fais-en l'expérience. Ça ne sera pas plus facile si j'y crois? Non, croire ne sert pas à grand-chose ici. Seul l'émerveillement de ta propre joie te donnera les ailes du réel. Et j'ai mis à côté Martin Luther King. L'amour, l'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité. Seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine. Seul l'amour le peut. Si vous pouviez le dire à TF1, pas revenir là-dessus, mais... La voie d'un hôpital sanctuaire, c'est comme ça que je la vois. Donne à l'homme de retrouver en lui-même, par lui-même, un mouvement parfaitement naturel, sa dignité surémente. Combien on aura regretté quand il est trop tard, quand ça défile une dernière fois, avant de perdre quelques grammes d'âme. Combien pèse ce qui était étouffé pour faire plaisir aux autres.
pour faire envie aux autres, pour montrer aux autres. Tout ce temps qu'on y a mis en vain. Au moment du dernier soupir, qu'est-ce qui compte? L'évidence d'un désir, une euphorie, d'être ensemble, la lumière sur une peau, un extrait de dialogue. Je vous remercie infiniment et il va falloir que l'on s'aime pour s'en sortir.